Anne Algré-Georges. Je vais animer pendant cette 1h30 le débat sur la ruralité. Donc je vous remercie d'être vraiment aussi nombreux. On n'attendait pas autant de monde. C'est dire que ce sujet sur la ruralité devient un sujet de plus en plus important, on va dire, dans l'actualité. On a ouvert les fenêtres pour faire circuler l'air. Je vous demande de bien vouloir respecter les gestes barrières et de bien vouloir vous tenir à distance. On va faire circuler un micro, mais les animateurs qui seront avec moi tiendront le micro, donc vous n'aurez pas à tenir le micro, et on désinfectera entre chaque prise de parole le micro. Bienvenue à nos intervenants, donc je vais les présenter. Donc, les femmes d'abord. Valérie Jousseaume, donc maître de conférence en géographie à l'université de Nantes et spécialisée sur la ruralité. Éric Charme, donc directeur de recherche en sciences sociales appliquées plutôt à l'urbain, à Lyon, mais vous avez écrit en 2019 La revanche des villages, donc vous nous en parlerez un petit peu. Vincent Grimaud, voilà. Donc, qui est journaliste à Alter Echo et qui vient tout juste en fait de publier une enquête sur la renaissance des campagnes, voilà, qui est vraiment très très intéressante. Et je vous invite à aller acheter les ouvrages de l'ensemble des intervenants à la librairie, donc qui est installée au Prieuré. Agostino Borini. Donc, qui est responsable de filière de formation pour les directeurs et chefs de service à Dijon. Je l'ai bien dit ? C'est ça. Bon, parfait, très bien. Alors, on a organisé ce temps de débat à plusieurs avec quelques collègues dans la Nièvre, voilà, pour essayer d'émettre des propositions, parce qu'on est dans un festival des idées, mais l'objectif de ce festival des idées, c'est de ressortir avec quelques propositions. Donc, je vais leur demander de lever la main, comme ça je me sentirai un petit peu moins seule. Charlotte, Stéphane, Jean-Paul, Mireille, Sophie, Nicolas, Patrice qui anime un autre débat, Juliette et Sabrina. Levez-vous, voilà. Allez. Voilà. Voilà, donc on a été plusieurs et tout à l'heure, ils vous feront part de nos propositions. Et vous ? Alors, un petit jeu. Qui est-ce qui habite à la ville ? Dans une ville. Ah ah, la campagne intéresse. Qui est-ce qui habite à la campagne dans un petit village ? Ah, quand même, bien. Qui est-ce qui habite à la ville et qui voudrait venir vivre à la campagne ? Ah, vous viendrez me voir à la sortie, hein ? Voilà, on a quelques propositions à vous faire. Bien. Et qui a quitté la ville pour la campagne ? Vous avez raison. Qui a quitté la ville pour la campagne ? Ah, bah voilà. Pas mal. Bien, alors, vous avez peut-être déjà participé à d'autres débats. Vous avez compris la règle du jeu. On est sur un débat inversé. Donc, ça veut dire que ce sont les participants qui prennent d'abord la parole, qui émettent vos remarques, vos analyses, vos propositions, et ensuite les intervenants réagissent à vos propositions. Je vous propose d'organiser l'heure et demie en deux temps. Peut-être un premier temps plus sur le constat et l'analyse de la situation de la ruralité et on verra, de ce phénomène du renouveau des campagnes. Et puis, un deuxième temps qui va être lié aux propositions que l'on pourrait faire pour le renouveau de ces campagnes. Voilà. Alors, peut-être pour lancer le débat, on peut dire qu'on a des mots qui résonnent quand on habite ou quand on vit dans la ruralité. On a des mots qui résonnent chez nous. Isolée, dévitalisée, peu attractive, centrée sur l'agriculture. Mais personnellement, moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on est en train de définir un autre vocabulaire pour la ruralité. On parle de revitalisation, on parle d'innovation, on parle de réouverture de commerce, de nouveaux habitants, de campagnes attractives.
Voilà, tout ça, des programmes de développement qui sont en train de se mener dans les villages et des nouveaux habitants qui commencent à arriver, un solde migratoire qui devient positif pour certaines communes, même si il ne compense pas encore le solde naturel. Et puis l'épisode Covid. L'épisode Covid qui, semble-t-il, a confirmé quand même cette tendance et qui montre que les campagnes prouvent aujourd'hui qu'elles sont en capacité de répondre aux attentes d'un nouveau modèle de vie, avec un désir de campagne, un désir de nouvelle vie. Et là, on a le sentiment que les campagnes passent de l'ombre à la lumière et que les médias osent maintenant parler d'exode urbain. Alors nous, on le disait du bout des lèvres, mais aujourd'hui, on parle d'exode urbain. Alors moi, je vous pose la question. Est-ce que vous considérez dans votre vie à la campagne ou dans l'analyse que vous pouvez en faire en tant qu'urbain, est-ce qu'on est sur un phénomène de mode ou est-ce qu'on est sur une tendance qui, effectivement, pourrait durer? On est sur le constat, voilà, un peu de votre vie, de votre analyse aujourd'hui des campagnes. Allez, la première est toujours la plus difficile. Madame. Il y a quelqu'un ? Ah, allons-y alors. Je vous laisse pas le micro. Ah oui, c'est vrai. J'ai l'impression que ça marche. Oui. En fait, moi, j'ai l'impression que ça n'est pas une mode, que c'est quelque chose qui a été amorcé il y a déjà 2 ou 3 ans, mais je pense que ça touche en premier, ça a touché les jeunes, curieusement. Paradoxalement, parce qu'on pense que les jeunes ne sont pas forcément les plus attirés par le monde rural. Mais moi je travaille dans le milieu éducatif et puis j'ai des jeunes enfants, entre 24 et 26 ans, qui ont donc un réseau d'amis très fort. Ils sont tous très urbains à l'origine. Et parmi ces quantités de jeunes que j'ai pu rencontrer, je dirais, je vois à peu près un quart d'entre eux qui ont changé de vie et qui ont décidé de ne pas entrer déjà dans le salariat, qui décident d'être autonomes le plus possible, qui créent des écolieux. Personnellement, c'est le cas d'un de mes fils actuellement, avec 10 autres jeunes dans la vallée de la Roya, qui décident de quitter une carrière soi-disant prestigieuse d'artiste, par exemple, de scène, mais qui décident de devenir des artistes freelance, mais qui développent d'autres compétences de manière à devenir le plus autonome possible, qui décident d'acheter un terrain et d'y bâtir une maison à Ossature-Bois ou même une tiny house. Et c'est pas exceptionnel, c'est pratiquement un quart de tous les jeunes que je connais. Je ne connaissais pas le terme tiny house, mais c'est intéressant. Voilà, donc l'idée effectivement des jeunes qui créent leur propre activité sur le territoire pour revenir vivre à la campagne. Monsieur, vous vouliez intervenir ? Bonjour. Je voulais dire d'abord que quand même, le moment où les communes rurales ont arrêté de se dépeupler et ont recommencé à gagner des habitants, ça a au moins une quinzaine d'années. À les regarder partout, statistiquement, absolument partout. Regardez l'INSEE. Donc ça, c'est quand même déjà quelque chose d'important par rapport à ce que ça dit notre société. La deuxième chose, c'est que pour beaucoup, la venue dans les grandes villes, et souvent dans les banlieues, dans la périphérie des grandes villes, c'était quelque chose de subi, parce qu'il y avait du travail, et pas quelque chose de choisi. Et ce dont vient de parler madame montre justement une inversion du point de vue du sens même de la vie et des choix de beaucoup de jeunes ménages, etc. Troisièmement, moi, ce qui me semblerait assez intéressant qu'on aborde ici, c'est le lien entre... Enfin, d'abord, définir la ruralité, parce qu'il y a quand même plusieurs ruralités. Moi, je suis drômois, ardéchois. La périphérie, on a beaucoup parlé, gilets jaunes, etc. Il y a une ruralité à 30 bornes autour des grands centres, mais il y a aussi une ruralité très éloignée et qui n'est pas tout à fait la même, qui n'attire pas les mêmes personnes. Et voilà, la dernière chose dont j'aimerais vraiment qu'on parle, c'est le modèle métropolitain qui nous a été quand même donné par par des gouvernements successifs depuis 30-40 ans, qui pompent effectivement les énergies, les budgets, les emplois, etc. Et le lien avec leur arrière-pays, leur périphérie, je pense que là, il y a quelque chose absolument de majeur si on veut définir de nouveaux objectifs positifs de ruralité entre les métropoles et les campagnes. Très bien, merci. D'autres interventions ?
sur ce sujet? Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est pour apporter un autre regard qu'on peut avoir. C'est aussi le regard au niveau de la croissance, décroissance plutôt, du coup. Il faut savoir que les villes, les grandes métropoles, c'est des modèles de croissance. Et si on arrive à une fin de la croissance, c'est normal aussi qu'on assiste à une fin, peut-être, des mégalopoles. Et en tout cas, c'est quelque chose que je pense qu'il y a plein d'envies, plein d'aspirations pour la campagne. Mais ça peut être aussi, tout simplement, une évolution au niveau de la situation économique et même, je dirais, énergétique, parce que les mégalopoles, c'est des pompes à énergie et à pétrole absolument énormes, contrairement à ce qu'on pense. Et les villes, il y a ce côté local où on fait dans le village, on fait dans notre vallée, quoi, pas plus. Et voilà. La fin de la croissance dans les mégalopoles. D'accord. Bonjour. Moi, j'aimerais qu'on évoque un enjeu qui est celui du vieillissement de la population en France et qui est notamment en cours dans les espaces ruraux. Je pense notamment aux petites villes et aux centres-bourgs. On parle comme thème aujourd'hui de reconstruire un nouveau modèle rural. J'aimerais évoquer cet enjeu, voir le vieillissement des populations. Est-ce qu'on ne peut pas aussi le concevoir comme une ressource pour ces espaces ruraux, notamment en lien avec le développement de l'économie résidentielle? Et est-ce que la question du vieillissement des populations ne peut pas être aussi envisagée dans l'idée d'une reconstruction d'un modèle pour les espaces ruraux? Vas-y, Jean-Paul. Oui, dans la perspective déjà dans le terme de ruralité, moi j'y vois quand même au départ historiquement la question du monde paysan et l'exode rural véritablement dramatique qui s'est réalisé il y a quelques décennies, avec une disproportion entre le monde paysan et le monde commercial industriel qui est faramineuse. Donc moi la question que je me posais, c'est si effectivement il y a un réinvestissement du monde rural, sous quelle forme et dans quelle mesure cette néo-ruralité va pouvoir respecter un certain nombre de défis, d'enjeux, notamment écologiques. Je pense notamment au fait que si effectivement l'attrait pour les campagnes se solde par la multiplication de construction de pavillons, on va tomber dans l'écueil de l'artificialisation des sols et d'autres choses comme ça. L'enjeu également du tissu social qu'on va pouvoir mettre en place dans ces nouvelles campagnes, parce que effectivement, faire vivre une ruralité, c'est aussi pouvoir avoir l'école, le boulanger, le bistrot, et un tas de choses comme ça. Vas-y, ouais. Là, encore trois interventions. Oui, alors ça rebondit sur ce que dit monsieur, et ça répond aussi à la question du jeune homme qui disait que en ville, on dépensait plus d'énergie. Nous, pour avoir été citadins et depuis 20 ans presque habitons la Charité, nous sommes entrepreneurs, on a des salariés, des véhicules, des camions, des tas de choses qui se déplacent. Et aujourd'hui, pour faire ce qu'on faisait il y a 20 ans en région parisienne, notre cercle pour aller chercher les clients, c'est entre 50, voire des fois plus de kilomètres. Donc au niveau de l'énergie, à moins d'y aller en vélo, mais pour l'instant on n'est pas encore prêt, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Voilà. Et effectivement, les gens qui viennent habiter à la campagne en se disant, entre guillemets, un petit peu écologistes et autres, mais qui construisent au milieu des champs ou au milieu des bois, faudra qu'ils m'expliquent un petit peu comment ils peuvent fonctionner un petit peu. Voilà. Merci. Là-bas, au fond. Je suis très sollicité. Oui, bonjour. Il y a une dimension sociale qui est très importante, c'est-à-dire que dans les villages ruraux et loin de toute métropole, on arrive à capter des populations et ce sont des nouveaux arrivants qui sont souvent âgés. Alors, les zones super rurales, à savoir loin de toute espèce de ville, sont en train de potentiellement devenir des EHPAD à ciel ouvert,
alors peut-être très heureux, mais ce n'est pas forcément un modèle. Et il serait bon effectivement de construire un vrai modèle social dans ces villages, sachant que les métropoles ne sont pas nécessairement les endroits où on vit mal. J'entends métropoles régionales françaises, qui sont des lieux qui ont développé quand même un cadre de vie agréable. Il y a une ruralité autour, c'est une forme de ruralité. Il y a aussi une ruralité de tout petits villages dont il faut faire attention à ce qu'ils ne deviennent pas je disais pas, à ciel ouvert. Alors, y a-t-il encore une autre intervention? Sinon, on fera des allers-retours, mais moi, j'ai bien envie juste avant, peut-être de faire intervenir Valérie Joussaume. Vous dites, et c'est un petit peu en relais de monsieur qui dit, mais la renaissance rurale, c'est un sujet ancien, on ne découvre rien au final. Oui. Oui, c'est un sujet très ancien, puisqu'il y a, à l'université, puisque en 1990, il y a Bernard Kayser, qui est un professeur de Toulouse, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La Renaissance rurale dans le monde occidental », où il prévoyait ça. Donc, en fait, on peut dire que les regains démographiques dans les campagnes, on les observe à peu près depuis... En fait, si on fait le rapport entre la population et le territoire français, le moment où on a été le plus concentré, on s'est concentré à partir de 1850, c'est-à-dire à partir de l'émergence de la révolution industrielle dans le système des usines. Donc, on va passer d'une société paysanne dispersée à une société industrielle groupée vers les villes. De 1850 à 1968, on a une concentration de la population française dans l'espace, et le maximum de la concentration de la population française dans l'espace, c'est le recensement de 1968. Depuis, ça se dessert. Alors évidemment, il y a l'automobile et tout ça. On va dire que le desserrement a d'abord concerné les endroits les plus serrés. Donc on va dire que de 68 à 90, on a un desserrement qu'on va inclure, on va dire que c'est de la périurbanisation, d'accord ? Donc on a un mouvement périurbain. Et si ce sont les cartes mentales qu'on a tous en tête de l'évolution de la France, avec les villes, avec des ronds rouges autour. Okay ? Ça dure jusqu'en 90. Et depuis 1990, en fait, ce processus de rediffusion de la population n'a pas de limite. Et aujourd'hui, ce n'est plus on peut dire que ce ne sont plus les villes. Alors, je ne parle pas en effet de taille, parce qu'on ne va pas rentrer dans une bagarre. Aujourd'hui, les villes sont massives. Donc, en termes de volume, bien sûr, on ne va pas faire abstraction des villes. Je ne vous dis pas ça. Mais d'un point de vue relatif, quand on regarde la carte des mouvements migratoires en France, eh bien, les villes n'apparaissent plus. Si vous regardez les bilans migratoires en France, les taux migratoires des communes françaises, les villes, il n'y a pas de rond autour des villes. C'est toute la moitié sud et toute la moitié ouest de la France qui connaît une croissance migratoire. On peut dire que jusque dans les années 50-60, on naissait à la campagne et on migrait vers les villes, quelle que soit leur taille. Aujourd'hui, on va naître plutôt dans les auréoles métropolitaines et on va migrer vers l'ouest et le sud de la France. Voilà. Donc, c'est un processus de desserrement. Et moi, je pense, on en reparlera, mais pour moi, on est sorti du processus périurbain. On rentre dans une redistribution historique de la population de la France. Mais ce n'est pas que la France, mais en tout cas, nous, on en parle. Une redistribution historique des populations qui est enclenchée. Merci Valérie. Vincent, vous, dans votre enquête, vous dites on y est dans la renaissance des campagnes. Vous l'avez constaté en traversant la France ? Oui, on y est. Alors, je ne vais pas refaire le déroulé historique qu'a très bien fait Valérie, mais effectivement, on y est. Donc, pour cette raison-là, principalement, puisque quand il y a des gens, tout se relance, entre guillemets. Mais on y est surtout parce qu'il y a un déclic mental. On le voit, c'est rigolo d'avoir toutes vos réactions. On sent bien qu'il se passe quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est pas tellement ce qui se passe en vrai, c'est ce déclic mental. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les campagnes souffrent d'un discrédit intellectuel en termes d'image, souffrent d'une résignation. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que moi j'ai grandi dans le Cantal et dans la Drôme, donc le rural, j'en ai vécu. Et je voyais partout autour de moi des gens complètement déprimés, j'exagère, mais en tout cas complètement déprimés sur l'avenir des campagnes, en disant de toute façon tout s'en va, les infrastructures s'en vont, les services publics s'en vont, les jeunes s'en vont, les emplois s'en vont, tout va dans les villes. Et
alors déjà, je voyais plein de contre-exemples, donc je me disais, il y a une dissonance, il y a un truc qui ne marche pas. Et ensuite, deuxième chose, je suis devenu journaliste et j'ai appris à lire des chiffres. Et là, quand on regarde les chiffres, en fait, on se rend compte que les territoires non métropolitains sont tout aussi capables que les métropoles d'exporter, ont un tissu économique beaucoup plus varié qu'on le croit, qui n'est pas seulement agricole. L'industrie est surreprésentée à la campagne. Les entreprises à la campagne ont une durée de vie beaucoup plus longue. Il y a moins de turnover des salariés, donc les entreprises sont plus durables à la campagne. Et donc vous regardez comme ça et vous voyez tous ces atouts absolument spectaculaires. Et donc ça, c'était, disons, il y a 5 ans. Et puis maintenant, en plus, on commence à se rendre compte que, tiens, on a un petit problème avec le changement climatique. Et que, tiens, l'énergie, l'alimentation sont en bonne partie dans les campagnes, ou alors elles sont en Arabie Saoudite et dans les Émirats Arabes Unis, mais c'est un problème qu'il va falloir qu'on règle. Donc on se dit, non seulement il y a des atouts, mais en plus il y a des perspectives. Et pourtant, le constat reste assez déprimé. Et donc, la nouveauté, c'est ce déclic mental, et je crois que là, on est à un basculement pour cette raison-là. C'est-à-dire que non seulement beaucoup plus de gens ont envie d'aller à la campagne parce que les villes sont rattrapées un petit peu par la densité. Les canicules, le Covid, c'est pas un très gros problème quand on vit à la campagne. C'est un énorme problème quand on vit en ville et qu'on doit rester confiné dans un 25 mètres carrés à Paris. Donc, on se rend compte que les villes ont été rattrapées par leur concentration, c'est normal. Les villes ont eu cet avantage, ça a été un avantage d'être concentrées pour les loisirs, pour la rencontre, etc. Mais aujourd'hui, elles sont rattrapées par ça. Donc il y a un déclic venant de la ville, et surtout, et c'est là que c'est le plus intéressant, il y a un déclic venant des campagnes. Et il y a toute une génération d'élus, de chefs d'entreprise, de citoyens qui se disent « Ok, en fait, on a tout ici, on a juste à activer des trucs, et comment on active des trucs? On se met autour d'une table et on règle des problèmes. » La Caisse des dépôts fait un truc qui s'appelle la Banque des territoires, un organe qui s'appelle la Banque des territoires, et qui édite une newsletter qui s'appelle Localtis. Donc c'est une rédaction de journalistes qui travaille sur ces sujets. Ils ont répertorié récemment, petit à petit, 1300 initiatives locales sur les domaines de l'énergie, de l'alimentation, des transports surtout, et il y a une quantité d'innovation à la campagne qui est proprement spectaculaire. Et là, on voit que tout se passe. Et donc, il n'y a plus qu'à en être conscient et à l'accélérer. En fait, c'est notre pétrole. C'est notre pétrole. Le pétrole, c'est les gens. Voilà, c'est nos idées. Ça ne veut pas dire que toutes les campagnes s'en sortent, ça ne veut pas dire que toutes les campagnes vont bien, on va rentrer dans les nuances ensuite. Justement. Mais il y a ce déclic. Justement, on a une question, puisqu'on est en direct. Sur les réseaux. Et donc, il y a une question qui nous dit « N'y a-t-il pas une ruralité à deux vitesses? Tous les territoires ruraux sont illégaux face à cette mouvance. Des territoires très heurtés économiquement ou éloignés d'une ville, pas forcément une métropole, sont toujours délaissés. » C'est pour moi. C'est pour qui veut, mais peut-être qu'on peut laisser le micro à Eric, celui qui a été désinfecté. Là. Oui, juste vous pouvez réagir, mais vous avez quand même beaucoup travaillé sur la périurbanité. Où l'exode est quand même un peu plus ancien. Je ne sais pas si on parle d'exode, mais en tout cas de transfert de population. Qu'est-ce qui est à refaire et qu'est-ce qui n'est pas à refaire? On parlait tout à l'heure de construction un peu anarchique. Voilà, dites-nous. Là, ça marche. Voilà. Très bien. Oui, je crois qu'on va pouvoir débattre très longtemps et ne jamais s'entendre si on ne commence pas à essayer de cerner un peu plus la diversité des campagnes. Ça a été dit là-bas. Je crois qu'on ne peut pas comparer un village des Yvelines, un village chic des Yvelines peuplé de 4 subs qui bossent à la Défense, avec un village paupérisé en déprise des Ardennes, avec un village où se trouvent des néo-ruraux très dynamiques, branchés bio, démocratie participative dans la vallée de la Drôme, ou un village touristique de la Dordogne. On ne peut pas comparer tous ces villages, et là j'ai cité des régions, mais parfois d'un kilomètre à l'autre, d'un fond de vallée à des coteaux, on a des situations extrêmement différentes. C'est comme les villes d'ailleurs, il y a des villes en décroissance, des villes en croissance, des quartiers chics, des quartiers pauvres, et les campagnes c'est pareil. Et je crois que le problème c'est qu'on va tous dire des choses différentes, et on aura tous raison, parce qu'on va tous s'appuyer sur des exemples qui sont valables, mais on va en fait pas parler, on va parler de choses différentes.
Alors maintenant, si j'essaye de réagréger, de regarder un peu les tendances d'ensemble, j'irai dans le prolongement de ce qui a déjà été dit. C'est-à-dire qu'en fait, on observe une dynamique démographique forte vers les campagnes depuis la fin des années 60. C'est ce qu'on appelle effectivement la périurbanisation, c'est-à-dire en fait, ce sont des gens qui quittent les villes pour s'installer dans les campagnes alentours, mais qui continuent à travailler dans les villes, ou dont les emplois sont liés à l'économie de la ville voisine. Et ça, c'est quand même le gros de la dynamique, d'après les dernières données dont on dispose, et je réfère aux travaux de Pierre Pistre. Alors c'est vrai que l'INSEE n'a pas réactualisé ses zonages depuis 2010, mais même quand on regarde un peu ce qui se passe récemment, c'est quand même le gros de la croissance démographique, c'est en lien avec des systèmes urbains. Donc en fait, par exemple, les Yvelines sont très attractives pour des cadres, y compris des cadres sup, mais en même temps, ces gens qui habitent là sont parfaitement urbains, sont des campagnes métropolitaines, on pourrait me dire même des campagnes globalisées, parce qu'elles sont intégrées dans le système parisien global. Si vous êtes en Corrèze, la situation est bien différente, vous êtes bien éloigné des grandes villes. Mais encore une fois, quand on regarde les cartes, si vous faites vous pouvez tous faire l'expérience, c'est en ligne, vous avez un site qui s'appelle Geoclip, qui est extrêmement bien fait, vous pouvez faire plein de cartes, et moi j'utilise ça parce que je ne sais pas faire des cartes, donc c'est assez pratique, et vous pouvez regarder où se trouve la croissance démographique en France. Et vous regarderez, les campagnes où il y a de la croissance démographique sont quand même en général proches des villes. Pas toujours. Vous pouvez avoir des villages dans le parc naturel du Morvan qui sont attractifs. Mais globalement, le gros, c'est que ça reste quand même ça. Et donc, à partir de là, est-ce qu'on peut parler d'exode urbain pour répondre à la question que vous posiez au début? C'est pas évident. D'une certaine manière, oui, parce qu'il y a des gens qui s'installent dans les campagnes et il y a un desserrement et une attractivité des campagnes, c'est clair. Mais en même temps, cette attractivité des campagnes, elle se fait en restant dans l'orbite des villes. Vous parliez des tiny houses. Il y a un article dans Le Monde qui est assez intéressant où on voit un jeune couple qui a quelques difficultés avec une tiny house qu'ils ont construite au fond d'un jardin et le maire veut la faire détruire. On pourrait débattre des tenants et des aboutissants de cette affaire assez édifiante. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont à 30 km de Lyon. Ils sont ingénieurs, mais ils ne vont pas trop loin de Lyon non plus. Ils sont dans le Beaujolais, mais ils ne vont pas trop loin. Voilà, je crois que ça, c'est quand même assez important à avoir en tête. Valérie, vous voulez réagir peut-être oui. Et après, on repasse la parole à la salle. Agostino, je vais te donner. Moi, je serais un peu plus... Alors, la renaissance rurale, elle existe depuis longtemps. Pourtant, statistiquement, on ne la voit pas tellement. Pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas tellement? Parce que, en fait, elle est relativement masquée. Ça, on en reviendra, j'insisterai là-dessus. Je reviendrai sur... Vincent appelle ça le déclic. Moi, je pense qu'on est dans on sort de notre civilisation moderne. La pensée moderne, elle va de pair avec la ville. À tel point que ce qu'on appelle l'urbanisation, en réalité, c'est la modernisation. On a été acculturé, la société paysanne a été acculturée par la modernité. Nous sommes dans la culture moderne. Et la culture moderne, elle a un schéma mental qui dit qu'un pays développé est un pays urbanisé et que ce sont les villes qui tirent la croissance économique. Et donc, le problème psychologique qu'on va avoir, c'est que à partir du moment où la population se dessert, on pourrait dire qu'on est sur de la désurbanisation, parce que les villes sont beaucoup moins denses. Par exemple, le centre-ville de Paris a perdu des habitants, il était beaucoup plus peuplé avant. D'accord ? Donc, au fur et à mesure que la population se dessert, eh bien, en fait, pour rester dans cette idée qu'un grand pays développé est un pays urbanisé, eh bien, l'INSEE n'a de cesse d'étendre ses périmètres de définition des aires urbaines et tout ça. Donc, plus ça va, plus nous diffusons, plus les aires urbaines deviennent grandes, pour que nous restions toujours à un taux d'urbanité d'environ 80% de la population. Et donc, par exemple, aujourd'hui, la moitié du territoire français, la moitié, est couvert par les grandes aires urbaines de l'INSEE. Et par exemple, les grands pôles urbains de l'INSEE, c'est pour vous donner un exemple. Moi, je suis de la région nantaise. Il y a 2 ans de ça, les Herbiers, qui est une petite ville de Vendée, à peu près à 10 000 habitants, s'est retrouvée en finale de la Coupe de France de football contre le PSG. D'accord ? Donc, vous êtes d'accord avec moi, pour tous les spectateurs, on avait une grande ville qui se battait contre une petite ville.
Eh bien, sachez que pour l'INSEE, ils sont tous les deux dans la même catégorie. Ce sont tous les deux des grands pôles urbains. Donc, vous voyez que les grands pôles urbains de l'INSEE qui tirent la croissance, blablabla, dans nos têtes, on s'imagine, c'est les métropoles, les grands pôles urbains, bien sûr. Mais non, dedans, il y a à peu près toute l'armature urbaine française. Donc, vous voyez que c'est le déclic mental que dit Vincent. Moi, je le formule un peu différemment. Nous sommes en train de sortir de ce que moi j'appelle l'ère de la modernité, c'est-à-dire la culture moderne telle qu'on la connaît depuis la révolution industrielle. On va être obligé de sortir de nos schémas mentaux. Et le problème pour comprendre la renaissance rurale, c'est qu'il faut sortir de nos schémas mentaux et d'arrêter de croire qu'un grand pays développé est forcément un pays qui continue à s'urbaniser et qu'il faut qu'on en soit à 80%. Ça, c'est la première chose qui me semble intéressant de retenir. On en reparlera, j'espère, de cette mutation. Oui. Agostino, vous vouliez... Il faut le lever, voilà, allez-y. Oui. Peut-être pour apporter peut-être un autre angle d'attaque par rapport à cette question-là. La question de la ruralité, assez paradoxalement, ce qu'on constate, c'est la question de la richesse des initiatives. Moi qui travaille sur le champ de l'économie sociale et solidaire, vous prenez une carte de l'économie sociale et solidaire, on va prendre notre région qui est la Bourgogne-Franche-Comté, au-delà des grands centres urbains où mécaniquement et arithmétiquement, étant donné qu'il y a plus de monde, il y a forcément de l'initiative. Ça, c'est un constat qui est assez classique. On s'aperçoit que l'endroit où il y a le plus d'initiatives, c'est le milieu rural. Vous prenez une carte infrarégionale de la Bourgogne-Franche-Comté, les endroits où les initiatives sont le plus développées, c'est le Jura, c'est l'Yonne, c'est la Nièvre. Donc, ce que disait Charles Gide, il y a quelque temps déjà sur l'économie sociale est fille de nécessité. Donc ça veut dire que dans des espaces où la sphère économique s'est retirée et les services publics et les politiques publiques ne font plus leur travail, il y a de fait une réaction, je dirais, citoyenne sur les territoires. Et c'est ce qui nous a particulièrement intéressés. J'ai siégé à la Fondation de France et on faisait un constat à la Fondation de France, c'est qu'on avait une remontée de demandes de financement extrêmement importante d'initiatives menées par les territoires ruraux. Et on s'est questionné, en fait, par rapport à tous ces aspects-là. Alors, il y a un certain nombre de choses qui ont été évoquées, l'émergence de nouvelles activités, notamment avec les préoccupations environnementales, la question de la croissance-décroissance, enfin, tous ces éléments-là sont des éléments d'explication. La question des jeunes, effectivement, les néo-ruraux, territoire rural que je cite assez régulièrement, qui est le plateau de Millevaches, où vous avez un nombre d'initiatives qui est considérable, était particulièrement intéressant à regarder. Donc ce qui nous intéressait par rapport à tout cela, c'est de se dire, oui, mais toutes ces initiatives, en fait, où est-ce qu'elles nous mènent ? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe un modèle de développement dans le milieu rural ? Et il y a deux dimensions qui nous intéressent, c'est la dimension politique et la dimension économique. C'est-à-dire que sur la dimension politique, c'est de se dire, la question de l'espace rural, soit, mais l'espace ne fait pas communauté. C'est ce que disait Elias, qui citait la société de Louis XIV, qui disait les domestiques vivaient dans le même espace que le roi. C'est pas pour ça qu'ils faisaient communauté. Là, pour les espaces, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez une différenciation sociale qui est extrêmement importante. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder la dynamique communautaire qui se met en place, qui est en capacité de construire un nouveau modèle de citoyenneté et un nouveau modèle politique par rapport à tout cela. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir autour de toutes les questions de démarches participatives aujourd'hui qui sont extrêmement, extrêmement importantes. Ça me semble être aussi un premier élément clé de réflexion à avoir. Et le deuxième élément clé, c'est la question de économique, c'est-à-dire quel modèle économique on va prôner par rapport à cette question-là. Il était cité tout à l'heure l'exemple du monde rural, du monde paysan. Regardez aujourd'hui le modèle économique du modèle paysan, c'est-à-dire des producteurs indépendants qui sont aujourd'hui chapeautés par la grande distribution ou chapeautés par les grandes coopératives agricoles, qui ne sont pas spécialement dans un modèle économique extrêmement démocratique, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est cet élément-là qui est intéressant, et aujourd'hui la crise du Covid vient nous ramener sur cette question-là, c'est-à-dire il ne faut pas non plus que l'espace rural devienne un espace de gentrification, ou soit un espace où les nouvelles formes d'ubérisation de la société, c'est-à-dire les nouvelles formes de travail viennent se développer, à savoir de l'auto-entrepreneur qui va bosser à distance en télétravail pour un certain nombre de sociétés. Donc ça pose cette question aussi du modèle économique pour lequel on va travailler sur ces espaces-là. Et vous croisez les deux,
la dimension politique et la dimension économique. Et là, je pense que ça nous met en débat là, pour quelques années, voire quelques siècles, sur le modèle de développement rural. Sur cette question de nouveaux modèles, peut-être Monsieur Joly, vous deviez être dans les intervenants. Oui. Alors, l'un ou l'autre, comment vous vivez peut-être Madame la Présidente du Conseil régional, Marie-Guy Dufay, qu'on a l'honneur d'accueillir dans ce débat. Est-ce qu'on peut parler de déclic sur la Bourgogne-Franche-Comté en termes de ruralité, qui est quand même la Bourgogne-Franche-Comté, une des régions les plus rurales de France, me semble-t-il. Oui, si vous voulez. Oui, absolument, mais c'est un contraste. Notre région, elle est très, très, très rurale. On a au moins 3 départements dans notre région qui ont plus de 50% de population qui vit en milieu rural. Donc, on est vraiment une région très rurale. Puis, en même temps, ça ne nous empêche pas d'être une région aussi très, très industrielle. Donc, c'est le contraste des deux. Mais je pense que nous avons, dans notre région, une ruralité qui se porte pas bien, et puis une ruralité qui se prend en main et qui se porte de mieux en mieux. Bon, simplement, mais moi je suis venue pour écouter, mais il n'y a pas de réflexion politique aujourd'hui responsable sans qu'on ne se pose cette question d'affecter effectivement des politiques publiques, donc des moyens à la question de l'aménagement du territoire et à la prise en compte effectivement de la vie en milieu rural. C'est une donnée. Alors on peut considérer qu'il n'y a pas assez de services, de commerce, de transport dans un certain nombre d'endroits. Néanmoins, on a véritablement la volonté de faire en sorte qu'il y en ait de plus en plus, qu'un certain nombre de moyens soient affectés effectivement à la vie en milieu rural. Et ce qui me semble intéressant, et je pense que ce n'est pas par hasard que vous animez cet atelier ici, c'est que dans la Nièvre, vous avez des exemples de villages extrêmement petits qui se sont pris en main, et ils se sont pris en main en associant la population, et toutes les populations, c'est-à-dire les populations d'origine, et puis des populations venues de l'extérieur, pour réfléchir à l'avenir de cette communauté villageoise. Et je pense que ça, c'est véritablement l'avenir, compter sur la participation des uns et des autres. Puis je pense qu'effectivement, les enjeux de transition écologique et énergétique font qu'aujourd'hui, il y a des richesses absolument extraordinaires à développer et à exploiter en milieu rural. Monsieur Joly, président des Nouvelles Ruralités, sénateur de la Nièvre. Merci de ma parole. Je salue les uns et les autres. Je voudrais rebondir sur un certain nombre de propos qui ont précédé. L'enjeu est mais ça a été évoqué, est un enjeu de mentalité, un enjeu culturel, c'est-à-dire changer la représentation qu'il y a encore dans les têtes sur ce que représentent les campagnes. Vous parlez des nouvelles ruralités, une association qu'on a créée il y a maintenant 5 ans pour dire, bon, à l'époque, on parlait du tout métropole, avec notamment la loi qui avait adopté, la loi sur les métropoles, la loi MAPTAM, qui était en parallèle avec une autre loi sur les institutions locales, la loi NOTRe, en se disant, mais la France, ça n'est pas que les métropoles, l'avenir de la France, ça n'est pas constitué que par les métropoles. Et aujourd'hui, dans les mentalités, on a quand même, dans la hiérarchie des dignités sociales, d'une certaine manière, même si les choses bougent, bien évidemment, on a la ruralité. D'ailleurs, en contrario, quand on dit de quelqu'un qu'il est urbain, c'est qu'il a du savoir-vivre, voilà. Et donc, il y a une dévalorisation du rural. Et dans l'échelle des dignités, encore dans les têtes par trop, il y a d'abord le rural. Ensuite, l'urbain, c'est déjà un peu mieux. Après, on a le métropolitain. Et la crème de la crème, d'après vous, qu'est-ce que c'est ? Exactement. Bravo pour la deuxième question. Non, mais bien sûr, on caricature d'une certaine manière, mais dans ce département, quand j'ai voulu dire que nous étions un espace en dehors des métropoles et que nous avions vocation, avec d'autres espaces comme les nôtres, de travailler utilement et d'arriver à compenser ces enjeux de représentation, et derrière ça, les décisions notamment politiques, quand on est à Nevers et peut-être même à la Charité, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Nous, on n'est pas des ruraux. Il nous rabaisse d'une certaine manière. Donc la question
la question culturelle est une question qui reste fondamentale. Alors, ça a été évoqué par les uns et les autres. Il y a de très belles initiatives, il y a de la créativité, de l'innovation, etc. Parce que la contrainte, d'une certaine manière, oblige à créer, les artistes le disent. Mais la question, c'est comment tout cela est accompagné par ceux qui ont des responsabilités politiques. Et là, la pensée dominante en matière de responsabilité politique, qu'elle soit au niveau des institutions, des administrations, des représentants économiques, c'est une pensée qui reste une pensée urbaine. J'en veux pour preuve comment, dans la sphère politique, on a pu adopter des lois à contresens de ce que peut être l'avenir de l'organisation nationale de nos territoires en adoptant la loi NOTRe, celle qui travaille à la concentration, qui poursuit ces logiques de concentration, de massification, comme si c'était l'alpha et méga de l'efficacité sociale et sociétale. Ça n'est pas vrai. Je veux dire, tout ça doit se démontrer. Aujourd'hui, simplement, il y a des a priori sur cette manière d'organiser la société. Vous l'aviez évoqué avant moi, dans le domaine économique, la concentration au regard de l'ensemble des grandes surfaces. Ça conduit à déterminer à la fois, bien évidemment, les prix, mais aussi les modalités de production d'une certaine manière. L'INSEE, vous l'avez évoqué, c'est incroyable avec cette notion d'aire urbaine. On a des communes qui sont à 30 km de Nevers, mais comme une partie importante de leurs habitants travaillent sur l'agglomération de Nevers, on considère qu'elles sont des populations urbaines. C'est du n'importe quoi. Et ce que vous disiez, c'est que ça conduit à maintenir, là aussi, des références en termes de rapport entre les populations urbaines et rurales en faveur des urbaines. Et ça a des conséquences en matière de politique publique, de finances locales dédiées aux collectivités locales. Et je voudrais, pour ne pas être plus long, simplement dire il faut qu'on revienne aussi sur ces logiques d'organisation du territoire avec un centre et une périphérie. Alors, on décriait Paris, et certains le désert français, mais en tout cas le reste de la France. Aujourd'hui, on organise le territoire autour des métropoles qui n'ont de métropoles que le nom juridique qui leur ont été donnés, mais qui ne sont pas des métropoles au sens géographique, qui n'ont rien à voir avec Tokyo, Mexico ou Kuala Lumpur. En France, on a une vraie métropole à échelle mondiale qui est Paris, qui est reconnue, mais qui est quand même que la 25e mondiale. Alors imaginez ce que peut représenter à Orléans, Tours, je ne voulais pas dire Dijon pour ne pas être désagréable, on a une très belle capitale régionale, on a envie qu'elle se développe, mais est-ce que franchement ça a un sens de dire que c'est une métropole? Ça n'est pas le sujet. Si on tourne le dos à la réalité de ce que sont, à la réalité des choses, on ne peut pas mettre en place de bonnes actions publiques, on ne peut pas travailler de manière la plus efficace au développement de nos territoires. Alors moi je suis d'accord avec ce qui a été dit et j'en resterai là. Je crois qu'on est aujourd'hui, et depuis un certain nombre d'années, on est à un tournant et la renaissance, et vous disiez depuis longtemps, mais là je crois que les choses vont sûrement s'accélérer, une renaissance des territoires ruraux, et en tout cas il faudra qu'il y ait ces accompagnements que j'évoquais au niveau des politiques publiques pour que les territoires ruraux puissent apporter tout ce qu'ils peuvent apporter, à la fois à leur développement, mais aussi à l'ensemble de la société. Et l'enjeu n'est pas simplement français, il est aussi européen et international. Merci, Monsieur Joly. On revient peut-être sur des contributions de la salle et après on passera à la deuxième partie où n'hésitez pas à émettre des propositions d'ores et déjà. Hein. Qu'est-ce que je vais faire ? Non, je tiens le micro. Bon, le micro est tenu. Bonjour, je m'appelle Alain, j'ai fait plusieurs livres sur le développement local, notamment avec le géographe Georges Benkou. Alors d'abord, je voudrais féliciter le panel dont toutes les interventions sont absolument excellentes. Alors, sur la question posée par Agostino sur est-ce que le modèle de développement rural est nécessairement lié au développement de l'économie sociale et solidaire? Alors, je crois que c'est un des modèles possibles. C'est par exemple celui des Alpes de Haute-Provence, qui est quasiment le berceau de l'économie sociale et solidaire historique de la deuxième vague, celle des années 70. Agostino, tu retiens la question, elle est pour toi. Mais il y en a d'autres. Et là, c'est un point sur lequel j'ai un léger désaccord avec Véronique, c'est la modernité associée à la métropole, c'est une modernité particulière, c'est la modernité française. Si vous regardez les autres, si vous regardez par exemple l'Allemagne du Nord-Ouest, si vous regardez l'arc alpin, si vous regardez la Toscane et l'Ombrie, c'est pas du tout ça. La région la plus riche d'Europe, s'appelle le Vorarlberg. C'est la petite queue de l'Autriche qui pointe vers le lac de Constance.
de la campagne bien verte avec des vaches, des montagnes à l'horizon et des industries d'optique, d'électronique, plantées par-ci par-là dans la montagne régulièrement, exactement comme vous avez en Toscane ou dans le massif schisteux rhénan. Et ce sont les régions qui gagnent. Ce sont les régions qui gagnent. Et pas depuis la crise, depuis le Covid, etc. Depuis les années 90. Voilà, ce sont des régions qui se sont pris en main. Ruralité voilà. et industrie. Alors j'ai une autre intervention ici, monsieur. Donc, alors après un sénateur de la Nièvre, un sénateur de la Loire-Atlantique, donc Nantes, territoire attractif. Et je voulais aller totalement dans le sens de Charmes. Je pense que, pour simplifier, on a deux types de territoires, effectivement, aujourd'hui ruraux. On a les territoires ruraux qui sont dans les dynamiques, alors le terme métropole est exagéré, mais on va dire dans la dynamique des grandes villes. Et on a les territoires ruraux qui n'ont pas de grandes villes en dynamique autour d'eux. Et là, les situations sont extrêmement différentes. Moi, il me semble aujourd'hui que, par exemple, si on regarde la Bretagne, il y a un point qui n'a pas été dit, qui est que l'élément central d'aménagement du territoire qui ne change pas, c'est le temps consacré à sa mobilité professionnelle. En dehors de la région parisienne, 40 minutes, c'est extrêmement important. On n'aime pas dépasser les 40 minutes. L'amélioration des routes départementales, merci les conseils départementaux, ont fait que des territoires qui étaient loin de la ville-centre sont devenus des territoires périurbains. Ça, c'est manifeste et on a vu, effectivement, au rythme de l'amélioration des routes, des territoires se développer. Il me semble qu'aujourd'hui, les deux problèmes principaux qu'on a, qui sont fondamentalement des problèmes sociaux. Le premier, ça n'a pas été dit, c'est qu'une partie des gens qui sont dans ces territoires ruraux n'ont pas envie d'y vivre. Il faut quand même le dire. C'est-à-dire que la montée massive du vote Front National, Rassemblement National, dans les deuxièmes couronnes aujourd'hui, qu'on a découvert ces 10 dernières années, sont liées à des gens qui sont arrivés là, qui rêvaient de vivre, je vais être un peu provoque, de vivre dans la ville-centre, qui rêvaient de la culture et des services de la ville-centre, mais qui n'en ont pas les moyens, et qui s'adressent à leur maire. Je préside une association qui fédère beaucoup de maires ruraux, et qui demandent à leur maire la totalité des services de la ville-centre, ce qui n'est évidemment pas possible. Et il y a quand même là aussi de l'aigreur. Moi, je pense qu'il faut qu'on revienne à ce slogan fort des années 70 qui est « Vivre, travailler, décider au pays », ce qui veut dire qu'y compris les gens qui veulent vivre en ville doivent avoir possibilité de vivre en ville. C'est aussi un des éléments, y compris la question de la densification urbaine, on n'est pas au bout. Du coup, pour ne pas être trop long, moi je crois qu'on a un enjeu d'approche territoriale en raisonnant sur le territoire de manière systémique, offrir à ceux qui veulent vivre en ville, qui n'ont peu de moyens, du logement intermédiaire, permettre effectivement à ceux qui veulent vivre dans des territoires ruraux les services nécessaires à leur ancrage économique. Et surtout, notre problème, c'est qu'il faut une vraie stratégie industrielle sur les vrais territoires ruraux. Et là, si vous regardez les derniers résultats ces dernières années, les dernières annonces économiques, la fermeture des industries qui s'étaient développées, y compris dans l'histoire des forges à bois, si on remonte très très loin, dans le monde rural, en étant adossées à des populations, à des bras, ces industries continuent de fermer. C'est-à-dire qu'on va avoir un territoire qui va aller de mieux en mieux autour des grands réseaux métropolitains, pour utiliser ce terme. Tout l'axe Brest-Nantes-Rennes se développe. Ce qui est à plus d'une heure, le Centre-Bretagne ou le Cap-Sizun ne se développe pas. Et ça va continuer à se développer, et y compris les métropoles sont en train de proposer des industries ou des entreprises aux villes moyennes parce qu'elles n'ont plus les territoires, donc elles commencent à innerver et à aménager ce territoire-là. Par contre, les autres territoires, on a vraiment besoin de se mobiliser pour préserver les industries qui sont dans ces territoires-là, leur fournir l'ensemble des services numériques et remonter les bras du rural pour qu'effectivement, on n'aille pas plus loin dans la fracture territoriale parce qu'en fait, elle continue à s'aggraver. Alors, on prend une dernière intervention, deux. Oui, bonjour. Et après, il faut qu'on passe aux propositions quand même. Alors moi, j'avais deux remarques sur la question, enfin, qui ont trait à la question climatique et écologique qu'on ne peut plus vraiment mettre de côté aujourd'hui. La première remarque, c'est que d'un point de vue de distribution de la population, on dit, enfin, c'est le think tank, le Shift Project, qui a rendu ces analyses, que d'un point de vue climatique, d'un point de vue environnemental, l'idéal, ce serait des petites villes avec un tissu urbain serré autour pour permettre une mobilité
le plus restreinte possible et un approvisionnement agricole restreint. Donc ça, ce serait l'idéal à atteindre pour avoir une situation climatique environnementale la plus satisfaisante possible. Donc déjà, ça pose une première contrainte, un premier problème. Le second point, c'est quand on parle de monde rural, on parle, je pense, un peu obligatoirement aussi de monde agricole. Et sur la question climatique environnementale, là encore, il y a beaucoup de travail pour arriver à un état des lieux satisfaisant et durable, surtout. Donc j'ai eu l'impression que c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore beaucoup évoqué, l'organisation de l'agriculture. Alors on a parlé de l'agriculture sous la coupe des circuits de grande distribution, je pense que c'est effectivement un problème. Il y a ensuite la taille des parcelles, la taille des exploitations. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'on peut concilier une transformation de l'agriculture avec un retour au rural qui serait du coup un retour à la terre et un changement de distribution socio-professionnelle à l'échelle du territoire. Avec, donc, ce que je veux dire, si ce n'est pas clair, c'est de plus en plus de gens qui retournent dans des métiers agricoles pour gérer des petites parcelles et permettre l'approvisionnement local. On prend la remarque, peut-être, Eric, sur ce sujet-là. Alors, on finit encore 2 questions très rapides, si ça ne vous dérange pas, et après, on passe. Non, mais ça fait un peu le lien. Alors moi, je parle en tant qu'urbaine complètement. Je ne connais pas bien le monde agricole, mais j'ai des grands adolescents, plutôt parisiens, et autour de moi, tous les jeunes deviennent végétariens ou véganes. J'essaye, moi, d'argumenter pour une flexibilité, et notamment en arguant de l'importance des paysages, de l'agriculture, du social, etc. Mais j'avoue que je suis parfois à court d'arguments et que pour moi, c'est vraiment une déferlante autour de nous, en tout cas, en ville. Je ne sais pas si c'est la même chose à la campagne. Et donc, je trouve que ça a un lien avec la question précédente. Voilà, j'espère ne pas être hors sujet, mais... On parlera tout à l'heure, alors pas forcément de la gentrification, mais à un moment, c'est peut-être un sujet, effectivement, qui pourra être abordé. Parce que, enfin, ce ne sont pas 2 mondes séparés, justement. Et je trouve que le lien, on a parlé d'un côté des urbains, de l'autre, hein, éventuellement du péri, machin, mais il y a aussi le lien entre les villes et les campagnes. Et voilà, et on l'a vu aussi au moment du Covid, c'est-à-dire comment s'alimenter, tout simplement, quand on était en... La complémentarité entre les deux. Mireille, rapidement. Bien sûr, rapidement. Ok, j'aime pas. Alors, moi, je suis désolée. Mais j'aimerais bien reparler de la richesse des inégalités, des initiatives locales. Parce qu'il est vrai que dans la Nièvre, où j'habite, dans un tout petit village, il y a beaucoup d'initiatives locales. Mais elles se font parce qu'il y a un manque. Parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Si on avait le choix, on ne le ferait pas. Au niveau culturel, au niveau social, si on ne se prend pas en main, les choses n'existent pas. Mais s'il n'y a pas le relais politique et le relais budget, ça ne peut pas marcher non plus. Donc en fait, le modèle de développement rural, il est vraiment à inventer et il y a urgence. Parce que moi, je veux bien qu'on dise Yucadi, Yucada, il y a un retour à la campagne, mais ce n'est pas tout à fait rose. Voilà. Alors c'est vert, rose, c'est multicolore, on va dire. On va passer à la suite parce que sinon on va pas arriver. Peut-être sur les. Est-ce que vous voulez répondre aux questions? Ouais, parce qu'il y en ouais. a beaucoup quand même, et il y en a beaucoup d'intéressantes. Peut-être essayer de faire une espèce de synthèse pour un truc qu'on n'a pas dit. On s'est beaucoup chamaillé sur est-ce que c'est un vrai retour de la campagne, un faux retour, un retour lié aux villes ou pas. Il faut. Le problème, c'est qu'on en a 2 difficultés. La première, c'est qu'on l'a vu, on ne sait pas définir la campagne. Si je pose la question, c'est quoi la campagne? On est à peu près 150 ici, je pense, à vue de nez. Il y aura 140 réponses différentes. On ne sait pas très bien ce que c'est. Je passe un chapitre à essayer de le définir, le premier chapitre, et à la fin, je dis on ne sait pas, en gros. Je caricature, mais c'est un peu ça. Et du coup, l'INSEE se heurte à des difficultés comme ça. Il y a des débats sans fin entre géographes, passionnants par ailleurs, mais voilà. Donc, donc ça doit nous alerter sur, attention, peut-être quand on parle de campagne, déjà, on pourrait essayer de ne pas en parler, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien. Enfin, on pourrait en parler avec une vigilance. Deuxième élément, les frontières.
c'est quoi les frontières de la campagne et de la ville aujourd'hui? C'est de plus en plus difficile à savoir. Et donc, on est obligé de penser l'interaction entre tout le monde, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous pouvez être à la campagne, travailler dans une autre commune, faire vos loisirs dans une autre commune, faire vos vacances dans une autre commune. Et donc, est-ce que vous êtes vraiment campagnard? Vous êtes campagnard le matin en vous levant, pas forcément la journée, pas forcément le week-end, et vous avez été successivement ruraux, urbains, périurbains, et tout ce que vous voulez, parfois même dans une même journée. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut réfléchir aux complémentarités. Et donc là, on a un gros sujet qui est que on est beaucoup dans la critique du modèle métropolitain, à raison, parce qu'on a tellement survalorisé les métropoles qu'on en a oublié qu'elles ne fonctionnent pas toutes seules. Je veux dire, un territoire bétonné sur 50 km² ne vit pas tout seul. Il a forcément pris son énergie, sa bouffe et tout le reste ailleurs. Et ses bras aussi, et ses cerveaux. Et donc, voilà. Mais il ne faudrait pas faire l'erreur inverse, en survalorisant des campagnes complètement détachées des villes, parce qu'elles n'existent pas toutes seules. Elles ont besoin de tout un tas de trucs. Donc, en fait, tout le monde a besoin de tout le monde. Et il y a des travaux de géographie qui ont très bien montré ça. On parle de système productivo-résidentiel. Ça, c'est Magali Talandier et Laurent Davzy qui l'ont très bien montré. Et donc, il faut penser tout ça en association. Et pour faire le lien avec la question agricole, oui, il y a un retour à la terre, il y a un mouvement super intéressant, super excitant de néo-paysans qui font des petites surfaces avec des productions à haute valeur ajoutée, tout ça. Moi, je pense que c'est une bonne partie de l'avenir de la campagne. Mais on a aussi des difficultés. Prenez par exemple les producteurs de lait dans les Hautes-Alpes. Ils avaient voulu faire un lait un peu haut de gamme qui s'appelait, je ne sais pas quel était le nom exact. Et une fois qu'ils ont voulu l'empacter, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien hormis Saint-Étienne, depuis les Hautes-Alpes. Donc vous voyez un peu. Donc en fait, la réponse elle peut pas être complètement localiste. C'est-à-dire que si vous dites demain, moi je pense que tous les territoires ruraux ont la possibilité de se développer et de créer des choses formidables, mais si on est dans une approche purement localiste, on va se heurter à des difficultés. Donc l'enjeu, c'est de dire, oui, les campagnes sont super utiles pour plein de trucs. Oui, les villes sont super utiles pour plein de trucs. Comment est-ce qu'on bosse ensemble et comment on fait les liens? Alors, ça paraît un peu synthèse molle, et donc voilà, mais en fait, c'est juste que la clé est là, et jusque-là, elle ne marchait pas parce qu'il y avait un territoire qui méprisait l'autre. Maintenant, il y a un enjeu à ce que les campagnes redeviennent fières d'elles. Ça, c'est Valérie qui le montre bien, qui dit qu'il faut que les campagnes retrouvent une fierté au sens de pride, c'est-à-dire vraiment assumer ce qu'elles sont et qu'elles bossent avec les villes en équivalence. Mais il ne faut pas tomber dans le truc inverse. Une étude de l'INSEE Rhône-Alpes a montré que les gens varient... Ouais, j'arrête. Non, j'arrête. Ok, c'est pas grave. Eric, oui, peut-être pour essayer aussi de réfléchir à où en sont les campagnes aujourd'hui. Donc je disais, et ça a été redit très bien, elles sont extrêmement diverses, mais donc justement, parlons à partir d'exemples pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et j'aimerais vous donner l'exemple de Mulhouse, parce que je trouve qu'il est extrêmement parlant. Il indique une tendance qui est pour l'instant assez modérée, et on peut parler de signaux faibles chez les prospectivistes, mais quand même, ça indique jusqu'où les campagnes peuvent aujourd'hui trouver du poids et de l'importance politique. Qu'est-ce qui s'est passé à Mulhouse? Alors Mulhouse, c'est assez intéressant. Ça fait partie de ces nombreuses villes en difficulté liées à la désindustrialisation, avec un centre extrêmement paupérisé. Alors il y a une partie du centre qui a été réaménagée, dynamique sur le plan commercial, mais enfin il y a des quartiers extrêmement pauvres à Mulhouse. Et en même temps, dans la périphérie de Mulhouse, dans les campagnes autour de Mulhouse, notamment lorsque vous allez vers la Suisse, vous avez certains villages qui sont parmi les plus riches de France. Forcément, les gens, ils travaillent en Suisse. Donc, vous avez ce contexte-là. Déjà, vous avez des villages extrêmement riches. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui rend le cas de Mulhouse particulièrement intéressant, au-delà de cette configuration géographique assez classique pour beaucoup de villes moyennes en France? C'est qu'au fil des injonctions à l'élargissement de la communauté d'agglomération de Mulhouse, dans le cadre des lois d'ailleurs dont certaines ont été déjà évoquées, eh bien, la communauté d'agglomération de Mulhouse a grandi. Elle a intégré un certain nombre de communes alentour, et notamment des villages périurbains, plusieurs dizaines de communes. Et puis, de mémoire, parce qu'il faut revérifier la date, mais en 2017, donc on crée, je crois, c'est 2017, Mulhouse-Alsace Agglomération, plus connue sous le petit nom de M2A, pour ceux qui sont familiers. Et se pose la question évidemment de la présidence de cette nouvelle institution. Et là, le maire de Mulhouse, à l'époque Jean Rotner, conçoit comme une évidence que le poste lui revient.
que nenni, les communes alentours, les villages, se disent mais nous, on a un projet pour notre territoire qui n'est pas d'être complètement soumis aux injonctions de la ville-centre, de celle qui considère avoir naturellement le pouvoir et d'être la leader économique, etc., et politique du territoire. Eh bien, un candidat s'est présenté, ce candidat s'appelle Fabien Jordan, professeur de musique, je crois, de son État, maire d'une commune qui s'appelle Bervillers, 1200 habitants, et il a été élu. Et ce qui est très intéressant, et c'est aussi pour ça que j'en parle, c'est que là, après les élections municipales, à nouveau élection à la présidence de la communauté d'agglomération de Mulhouse, il a été réélu. Et en face de lui, il a eu un seul candidat, le maire d'une commune de moins de 1000 habitants qui voulait jouer le jeu de la démocratie. Cette configuration-là est assez rare, mais on la retrouve à un autre endroit qui concerne un président de région, d'ailleurs, qui est le Puy-en-Velay, où c'est le maire de Chasse-Puzac, 800 et quelques habitants. Tout ça pour dire que, si vous voulez, vous avez aujourd'hui des territoires où les villages, les campagnes, d'une certaine manière, en tout cas ce qu'on se représente comme étant les campagnes, et si vous regardez l'image de Bervillers, c'est clairement la campagne, ont pris le pouvoir sur les villes. Ce qui pose aujourd'hui des nouvelles questions sociales, parce que quand Jean Rotner a perdu la mairie, il a dit « ce sont les riches, parce que les riches sont autour, qui ne veulent plus payer pour les pauvres ». Ouais, c'est aussi la revanche des voilà. Vous voyez que là, on est complètement à front inversé par rapport au discours dominant sur les campagnes. C'est pour ça que je trouve ces gens intéressant pour réfléchir. Je voulais juste revenir sur ce que disait tout à l'heure Vincent, où effectivement on a nécessité de travailler sur la complémentarité, sauf que dans le rural, où on a eu du mal quand même à se développer, on voit bien que la prise d'initiative, et on parlait de la multitude des initiatives, fait qu'aujourd'hui, c'est aussi notre source de développement. Je voudrais passer sur la deuxième partie et faire intervenir Sabrina. Voilà, peut-être sur la question d'une expérience dans la Nièvre sur les villages du futur. Il y a quelques maires aussi dans la salle qui pourront témoigner s'ils le souhaitent sur ce sujet-là. Sabrina, c'est quoi cette histoire de village du futur ? Oui, alors les villages du futur, c'est une démarche qui a été initiée depuis quelques années par le Pays Nivernais-Morvan, qui a pour but de revitaliser les centres-bourgs des villages. Donc, à la base, il y a une équipe de spécialistes avec des architectes, des urbanistes, des paysagistes, bien sûr les élus qui portent aussi la démarche, et des agents qui sont soit missionnés, soit embauchés pour animer et coordonner le projet. Donc, cette équipe travaille sur une étude d'aménagement qui donne vie à un plan d'action, une feuille de route, avec des propositions très concrètes sur, évidemment, l'aménagement urbain donc, de la ville, mais aussi l'habitat, les commerces, les services, et puis la vie culturelle. L'identité aussi, parfois, même du village. Et puis, donc, c'est vraiment une vision sur le long terme, 5, 10 ans. Et l'ADN vraiment de ces villages du futur, le plus, en tout cas que moi je note, c'est l'implication totale des habitants. C'est-à-dire que tout ce projet-là va se construire sur les besoins et sur les souhaits par rapport aux usages des habitants, donc comment ils vivent leur ville et qu'est-ce qu'ils veulent dans leur ville pour mieux vivre. Et on commence à construire un nouveau modèle rural. Exactement. Exactement. Et donc il y a 14 villages qui sont déjà donc villages du futur dans le Morvan, et un appel à candidature, alors je ne sais plus si l'appel est terminé ou pas, par la région Bourgogne-Franche-Comté pour élargir le dispositif à la région. Juste après, peut-être sur cette question de démocratie participative, Stéphane, dans les propositions que tu as faites dans le groupe, toi tu vas plus loin en fait. Tu dis, et si on osait le municipalisme, c'est quoi le municipalisme ? Alors, le 26 mai, quelques jours après la sortie d'un confinement un peu chaotique, Richard Ferrand, président de l'Assemblée, a dit, je cite, « Les Français ont le sentiment qu'une élite éclairée s'occupe du pays ». C'est pas une blague, hein. Tout ça pour dire que pour sortir de ce système pyramidal, où on concentre le pouvoir dans très peu de mains, où même les révolutions, en fait, on s'aperçoit qu'elles ne font que remplacer une élite éclairée autoproclamée par une autre élite éclairée autoproclamée, peut-être qu'une voie, en tout cas, voilà, une autre approche,
pour être intéressante, et c'est le municipalisme qui consiste à redonner le pouvoir à la base, aux citoyens, même aux habitants carrément, et à travers la plus petite cellule administrative qui est la commune ou le quartier. Alors c'est pas un repli juste sur soi et vivre s'enfermer dans un truc local, puisque l'idée c'est à travers toutes ces communes, c'est de créer un réseau, donc un fédéralisme démocratique, et donc pouvoir traiter effectivement des problèmes locaux, mais aussi à l'aide de délégués, de pouvoir remonter jusqu'à des problèmes nationaux. Je vais essayer d'aller très vite sur le municipalisme. Le problème, c'est que c'est quand même un gros sujet. Moi, j'ai retenu 3 principes et 2 postulats. Un des premiers principes du municipalisme, c'est une démocratie radicale. C'est-à-dire que c'est redonner le pouvoir aux habitants plus qu'aux citoyens. C'est-à-dire que c'est d'intégrer tout le monde et leur donner le pouvoir de décider, et qu'ensuite des représentants qui sont responsables, redevables et révocables mettent en place. Et parce qu'on voit que la démocratie représentative, aujourd'hui, ça marche pas. Le deuxième, c'est de féminiser la politique, c'est-à-dire, c'est pas de mettre 50-50 obligatoirement, mais c'est surtout de sortir d'un système patriarcal avec l'image du chef, du leader qui déciderait un peu tout seul, comme on peut le voir souvent, mais d'être plus dans un système de dialogue, de communication. Voilà. Et le troisième, c'est une transition écologique, sociale et économique à travers les circuits courts, la relocalisation, mettre des systèmes de régie, des coopératives, etc. Et les 2 conditions sine qua non pour mettre ça en place, la première, c'est la bienveillance, c'est de sortir de nos préjugés. Parce que si je pense qu'en face de moi, je discute avec un gros compte parisien ou un gros compte paysan, ça va être compliqué de construire ensemble. Et la deuxième aussi, c'est On avait dit pas de gros mots, Stéphane. Pardon. Mais c'est pas des gros mots, je crois que c'est dans le dictionnaire, un truc comme ça. Et la deuxième, c'est de croire en soi. C'est de croire dans le fait que notre parole a du sens et a de la valeur. Puisque depuis le temps que des élites des élites éclairées autoproclamées s'occupent du pays à notre place, il y a plein de gens qui se sentent dépossédés, surtout en réalité, puisque comme dans la Startup Nation, on n'existe plus beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est les idées du c'est le municipalisme, vraiment très résumé, je suis désolé. Et alors pourquoi le municipalisme et la campagne et la ruralité? Alors moi, je parle en tant que citoyen, pas expert, citoyen, et qui vit dans une ruralité qui est très proche d'ici, c'est le nord de la Nièvre, où j'habite dans un petit village de 70 habitants, et une ville de 4000 habitants, c'est une mégapole. Voilà, pour situer, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de ruralités différentes, et que c'est compliqué voilà. Et déjà parce qu'on a un environnement à défendre à la campagne, on respire l'air, on boit l'eau et on est entouré de la biodiversité. Et quand on a un gouvernement dont la transition écologique c'est pas exactement une priorité, c'est peut-être aux citoyens de prendre ça en main. C'est aussi parce que Joël Zask, qui est une philosophe, dit que la démocratie ne serait pas née au siècle des Lumières en ville, mais au Moyen-Âge, dans les communautés paysannes, parce qu'ils étaient obligés de s'entraider pour survivre. Et donc il y a déjà cette tradition des communs, même si elle s'est quand même pas mal perdue, les luttes. Et puis aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas si l'histoire bégaye ou quoi, mais on a l'impression, en tout cas dans notre réalité, d'être un peu abandonné, les services publics qui disparaissent. Et bon, ça a été dit tout à l'heure, et du coup, c'est les gens, c'est les citoyens qui sont obligés de prendre le relais. Voilà. Et qui le font... voilà. Donc il y a ça. Il y a aussi... j'ai bientôt fini. J'ai bientôt fini. Vas-y. C'est aussi parce que la village de 70 habitants, mais en réalité, c'est quand même il y a beaucoup de petites villes ou de villages, et c'est peut-être plus facile de mettre des expériences de démocratie participative ou de choses comme ça que dans des énormes villes. Et enfin, alors après mes chiffres de l'INSEE, je ne sais pas ce qu'ils valent, mais moi de ce que j'ai trouvé sur Internet, c'est qu'on serait entre 20 et 40% de ruraux, et ça représenterait 80 à 90% des communes. Ce qui fait qu'au niveau réseau, ça pourrait être quand même un sacré réseau, voilà. Merci Stéphane. Ça, c'était la deuxième proposition. Alors, on a une troisième proposition qui... tu parlais tout à l'heure des services publics, et comme l'instigateur du bouclier rural est présent, on va lui donner la parole, Fabien. Voilà, on voulait vous soumettre une troisième proposition sur le bouclier rural pour la sauvegarde des services en milieu rural.
Bon, je suis désolé, je t'ai pas prévenu, donc j'improvise. Je peux me permettre une réflexion juste avant. Moi, ce qui me semble peut-être un peu à rebours de ce qui a été échangé cet après-midi, c'est que je pense profondément que la vie dans les métropoles est aujourd'hui invivable et que les défis auxquels nous sommes tous confrontés, qui sont le défi de l'âge, le défi de l'emploi, le défi du climat, le défi de l'Internet sur plein de niveaux, et évidemment le défi démocratique, tout le monde est légitime pour y travailler, et la ruralité l'est peut-être un peu plus que les autres, parce que elle pose ce principe-là que de ne rien s'interdire. Je voulais le dire quand même. Oui, la question du bouclier rural, c'est un texte qu'on avait travaillé avec les élus de la Nièvre. Patrice, avant de se lancer dans les nouvelles ruralités, a essayé aussi de trouver des réponses concrètes au niveau national. Donc une proposition de loi a été élaborée dans ce département, discutée à l'Assemblée nationale, et elle posait quelques principes. Le premier étant une norme en disant nul ne peut être à plus de tant de temps d'une maternité, d'une gendarmerie, d'un accueil de médecine générale. À l'époque, on disait aussi la fibre optique partout et pour tous. C'était il y a une dizaine d'années. On en est encore très loin, pour vous laisser réfléchir sur ce sujet important. On disait aussi un statut pour les travailleurs indépendants, en gros les commerçants, les artisans, qui pendant des années ont tenu la baraque de la ruralité. Heureusement qu'ils sont là aujourd'hui pour accueillir ceux qui arrivent. Et donc comment on marque de la reconnaissance, comment on les accompagne sur leur temps de retraite. Et puis peut-être plus globalement, c'était l'affirmation, mais je crois qu'on l'a tous un peu dit aujourd'hui, mais c'était il y a 10 ans encore une fois, de la modernité de la ruralité. La capacité à imaginer, à inventer sur des territoires qui étaient à l'époque des territoires d'avenir et qui, à mon sens, sont devenus aujourd'hui des territoires du présent, c'était ce qui sous-tendait en fait ce texte. Voilà, en quelques mots. Merci Fabien. Dernière proposition, Jean-Paul, sur la question de l'épargne locale et de l'économie sociale et solidaire. Alors, comme tu m'as donné 1 minute 12, je vais plutôt lire le texte pour ne pas traduire tout. 1 minute 11. 11, pardon. Et puis que j'ai donné du temps à Stéphane. Je vais parcourir ce qu'on avait décidé en groupe. C'est comme ça m'évitera de me perdre. Donc, effectivement, travailler autour de l'épargne solidaire, le financement collaboratif ou coopératif, qui permet donc d'investir l'argent sur le territoire, a été notre réflexion. Cet argent, donc, investi par les habitants, pour des projets choisis et financés par ces habitants. Donc remettre les habitants au cœur des projets. Pour ça, on a proposé, pour aller vite, de la mise en place et notamment le développement, puisque ça existe, des CIGAL, les clubs d'investisseurs pour gestion alternative, de mettre les CIGAL en place. Et puis aussi, on a eu l'idée de, dire ce que vous en pensez, la création d'une banque coopérative de la transition locale, en s'associant à des structures existantes des finances éthiques. Et puis on a continué la réflexion, toujours sur la participation, donc en continuité des initiatives de mobilisation de l'épargne, c'est repenser et promouvoir une économie locale permettant l'application des habitants dans des espaces de décision, comme les sociétés coopératives, les coopératives d'activité, et plus particulièrement les SIC, de façon à pouvoir mailler l'ensemble des financeurs. Donc on propose l'implantation de coopératives d'activité et d'emploi sur les territoires. Alors ce n'est pas des choses nouvelles, mais c'est des choses à développer. Et puis renforcer l'équilibre des responsabilités locales, donc entre les habitants, les élus, en soutenant la création de SIC pour assurer le développement coordonné d'activités économiques. À préciser que dans la Nièvre, par exemple, on n'a pas de SIC. Voilà. Je reprends le micro. Merci Jean-Paul. On est sur la question du nouveau modèle. Comment est-ce qu'on construit ce nouveau modèle rural et quels sont les villages que nous voulons demain? On est sur ce sujet-là. Ah oui. Une vue un peu d'un étranger, je suis allemand, et avec la ruralité, une dame a déjà dit, les jeunes aujourd'hui, ils deviennent végans. Oui, j'ai aussi eu cette impression, mais ils ont aussi plus de voitures.
Alors, comment venir, par exemple, à la charité? Je sais, cet week-end, il y avait des petits problèmes, mais cette stratégie de la SNCF de faire tout TGV, alors là, c'est extrêmement important de travailler sur ça. Et je suis content qu'on a la présidente et aussi notre conseiller régional Hicham, parce qu'ils ont travaillé qu'aujourd'hui, on peut faire à 14,40 € pour Paris. Avant, c'était 37 €, quelque chose comme ça. Ou par Nevers, 42 €. Faramineux. Alors là, c'est vraiment important. S'il y a des décideurs, sénateur Dantec, vraiment, Dantec, pardon, de travailler sur les SNCF, de ne pas terminer les petites lignes. Et une petite remarque comme allemand, c'était déjà évoqué ici, la force de la Maine, c'est vraiment la ruralité dans ce fédéralisme. Vous avez des champions mondiaux dans des petits blés, et j'espère que des petites initiatives rurales, dans la Nièvre ou Cantal ou je ne sais pas quoi, vont devenir aussi des champions mondiaux. On l'espère. On l'espère. D'autres propositions sur un nouveau modèle rural? Tu y vas, Jean-Paul? Donc c'est vrai, on a quand même parlé beaucoup de tout ce qui est politique publique dans le territoire. Moi, pour travailler aussi un peu avec, je me rends compte que ce n'est pas forcément le meilleur modèle, parce que c'est un modèle qui est très lent. C'est un modèle qui, aujourd'hui, en milieu rural, est d'autant plus lent que les personnes qui sont élues sont souvent des personnes qui sont dans les territoires depuis très longtemps et qui ont un regard plutôt déprécié sur la réalité. Donc je pense qu'il y a un travail à faire pour que ces élus changent de regard, mais il y a aussi un travail à faire à côté de ces politiques publiques. Il faut mobiliser des tissus de citoyens, d'acteurs, comme c'était dit sur la question de municipalisme, pour que les citoyens ne s'emparent réellement de cette question, qui réinvestissent les centres-bourgs, qui réinvestissent les villages et qui réinvestissent la question rurale. Et non pas qu'on fasse croire, encore une fois, qu'ils ont le droit de s'exprimer dessus, alors qu'en fait, tout a été décidé en amont. Tout a été décidé à Paris, ou dans la grande métropole, ou dans l'agglomération. Et je pense que ça, c'est fondamental pour que les gens puissent s'investir, qu'on leur fasse comprendre que c'est leur temporalité. C'est-à-dire que ça ne va pas être un projet dont on va parler aujourd'hui et qui, dans 10 ans, peut-être va commencer à émerger. Il faut que les choses émergent, qu'on rende concrètes. Et ça, pour moi, c'est la seule façon de s'en sortir, c'est de permettre aux gens de se saisir de ces questions et qu'on arrête de déléguer toujours plus haut. Comme sur la question agricole, on a commencé à en parler, il faudrait une réforme agraire et les SAFER qui aujourd'hui verrouillent tout au niveau départemental avec toujours les mêmes personnes qui tiennent ces rênes. Ça serait bien de redémocratiser et de rendre les choses plus concrètes dans les faits et les actions. Merci Hugo. On va prendre encore trois intervenants, trois questions, 3 propositions. Et après, on redonnera la parole aux intervenants. Ah, faute. Non, on ne touche pas. Oh, c'est vrai, excusez-moi. Donc effectivement, pour rebondir sur ce que disaient Stéphane et Hugo, prendre en compte... Plus fort. Avec le masque, c'est compliqué. Je vais essayer. Voilà. Alors, pour rebondir sur ce que disaient Stéphane et Hugo, effectivement, même au niveau de la couche municipale, prendre en compte l'âge des acteurs et les impliquer, prendre aussi en compte leurs catégories socio-professionnelles et voir aussi la manière comment concrètement toute la couche, en fait, à l'échelle d'un tissu territorial, au niveau d'un tissu rural, peut s'impliquer dans les projets à mettre en place. En fait, je pense que c'est ça qu'il faut voir. Comment donc l'implication citoyenne plus. Comment elle peut être la plus englobante possible. Oui. Il y a un autre aspect qui a été un peu soulevé par je crois, le sénateur de la Nièvre, c'est l'histoire de l'un ou un autre. Pendant très longtemps, on a défini ce qu'on appelait des pays par des espaces de convivialité, de solidarité, etc. Or, j'ai pas mal d'exemples en tête, mais j'en ai un, par exemple, celui de la Lozère, dans lequel la loi NOTRe a détruit à peu près complètement les cantons. On a maintenant des cantons où il faut 1h30, si ce n'est 2 heures, pour aller d'un bout à l'autre du canton. On a voulu faire des cantons de 15 000 habitants, du reste, il n'y en a quasiment pas de 15 000 habitants, la plupart, ils font moins, et ils font moins avec une déstructuration complète de ce qui faisait un peu la solidarité, ce qui faisait que les gens se parlaient.
Et là, je crois qu'il y a vraiment un chantier qui est de revenir en arrière sur la loi NOTRe ou de définir d'autres zonages politiques et dans les départements ruraux. La question de la proximité, hein, et de retrouver cette proximité. Je suis désolée, on n'a plus que 8 minutes et je voudrais vraiment faire intervenir les intervenants. Donc encore, allez-y, monsieur. À propos de proximité, alors, il faudrait surtout pour rénover les villages, les villes, et je vois déjà la Charité, et ça c'est une politique nationale, hein, il ne s'agit pas c'est pas la municipalité avec l'argent qu'elle pourra favoriser cet état de fait, mais il faudrait favoriser les rénovations et surtout l'aide à la rénovation. Heureusement qu'on a là pour le coup les Parisiens et les étrangers pour venir rénover les maisons, parce qu'effectivement 4 murs en parpaing au milieu des champs, j'appelle pas ça un village. Une vraie vie de village, ou de bourg comme la Charité, c'est indispensable, c'est quand même plus attrayant. Et ça évitera de se disperser. Il y aura une vraie solidarité parce qu'on est plus nombreux et plus nombreux, on est plus fort. Mais il faut une vraie politique courageuse et non pas mettre un flic au milieu des champs pour empêcher les gens de construire, mais surtout une vraie politique courageuse pour favoriser la rénovation. Merci. Je reviens vers les intervenants. Agostino, je ne t'ai pas donné la parole tout à l'heure, mais on voit bien sur la question de la nécessité des initiatives sur les territoires, la nécessité de l'implication des habitants, mais pas forcément une participation pour faire de la participation, mais bien qu'on aille plus loin jusqu'à l'espace de décision. Qu'est-ce que tu en dis ? Ce que je disais tout à l'heure sur la question de la richesse des initiatives, je partage complètement votre avis et je l'ai dit tout à l'heure, il y a de l'innovation, mais après c'est la question du changement d'échelle, bien évidemment, et la question de la maîtrise de ce développement. Je vais prendre 2 exemples. C'est comment les citoyens, effectivement, réinstaure du service public sur les territoires et que, en termes d'attractivité et notamment en milieu rural, la question du maillage des services est quelque chose de fondamental. Mais je vais prendre un autre exemple pour reprendre l'exemple des filières agricoles. Regardez aujourd'hui de manière très intéressante comment le milieu rural, ces initiatives, notamment sur la question du circuit court, sur la question du bio, ont été à l'initiative d'un modèle extrêmement intéressant. Mais regardez comment depuis 4-5 ans, la grande distribution est en train de s'emparer du système. Donc ça veut dire aussi qu'il faut se questionner sur l'avancée, le développement de ces initiatives. Ça, c'est un élément intéressant. Et je reviens sur la question avec l'exemple européen qui était donné tout à l'heure. Pour avoir beaucoup travaillé sur le modèle coopératif italien, vous êtes aperçu qu'avec mon patronyme, j'étais pas suédois à 23 générations. Ce qui était intéressant, c'est de dire, c'est pas la question que l'économie sociale et solidaire est la clé de voûte de tout le système, ça c'est bien clair. Parce que c'est de se dire comment ça s'intègre dans le modèle économique global. Mais ce qui est intéressant, par exemple, dans le modèle coopératif italien, c'est de regarder, par exemple, que ces initiatives sont nées au même endroit où les districts industriels se sont développés. Et c'est quoi le fer de lance des districts industriels ? C'est le principe de la coopération. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de développement économique maîtrisé et un développement économique et politique sans effectivement une mobilisation des citoyens et sans une maîtrise. Ça veut dire de la gouvernance territoriale par rapport à toutes ces questions-là. Merci. Valérie et Eric, tous les deux, vous parlez dans vos ouvrages de droit au village ou dans vos interventions. On y est dans les propositions là, sur le droit au village. Alors, Anne, tu me mets dans la barre parce que moi, je voulais pas trop parler de ça. Alors, on laissera la parole à Eric sur ce sujet-là. Enfin, moi, puisqu'il nous reste peu de temps, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de questions qui brassent tout un tas de thèmes. Enfin, je pourrais vous faire un cours d'amphi pendant 20 heures sur la question, sur tout un tas de trucs. Ce qui manque, c'est un récit cohérent qui nous dise où est-ce qu'on en est. Et moi, il me semble que c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, Vincent a parlé que j'étais pour des fiertés rurales. J'ai écrit un bouquin, il va sortir en février, je l'ai présenté à l'université en juillet, il est déjà en ligne, qui s'appelle Ploug Pride, donc fierté rurale, vous voyez, fierté paysanne. Mais qu'est-ce que je veux dire par là ? Je ne veux pas dire on va gonfler la poitrine puis on est content parce qu'on est des gars du coin, c'est pas du tout ça. Les mouvements de pride, les mouvements de fierté concernent les chasseurs-cueilleurs du monde entier, concernent les minorités racisées, etc. Et moi, je suis pour faire rentrer la ruralité dans ce mouvement des fiertés. Pourquoi ? Nous sommes en transition. Notre monde notre culture moderne, elle est en fin, elle a commencé à s'effondrer. C'est pas simplement une question de transition écologique.
La révolution néolithique a fait basculer les chasseurs-cueilleurs en paysans. La révolution industrielle a fait basculer les paysans en ouvriers des villes et en culture moderne. La révolution numérique va laminer notre culture et la faire basculer sur autre chose. Et la révolution sanitaire. Voilà. Et la culture moderne, c'est l'avoir, c'est fondé sur le bien matériel. C'est super, hein, moi je ne critique pas du tout ça. On est passé d'une société qui était appuyée sur la sécurité alimentaire. Les paysans voyaient le monde comme un potager. On gérait, moi je dis toujours, on aménage le monde, on aménage son territoire comme on voit la vie. Les paysans aménageaient le monde comme si c'était un potager pour être durable et sécure. On a basculé avec la révolution industrielle dans la culture moderne, et la culture moderne a vu dans la machine, a vu dans la puissance technique la voie vers le bonheur, vers une amélioration de nos conditions de vie, ce qui a été vrai, parfaitement vrai. Je ne critique pas du tout ça. Et donc on a basculé dans une société de l'avoir. On va produire des biens et consommer des biens pour, etc. Cette société, elle arrive à bout de souffle. On sait très bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on aura encore plus qu'on va être mieux. Et donc, dans cette révolution numérique, dans cette révolution de civilisation, nous sommes en train de basculer vers une société qui misait sur l'avoir pour être heureux, à une société de l'être. Être heureux, en fait, finalement, ce n'est pas tant avoir. Hein. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? Qu'est-ce qui fait qu'on est c'est au fond, ce n'est que la relation. Et donc, on va chercher une qualité relationnelle avec le monde, avec les autres, avec les animaux, les plantes, etc. Bon, bref. Donc, on est dans une grande mutation de civilisation. Et là-dessus, comment est-ce qu'on va inventer ce nouveau monde du numérique, d'un autre désir qui va dépasser la modernité? Je vais très vite. Comment on invente ce monde? Eh bien, ce n'est pas l'épicentre du monde moderne qui va nous donner la solution. C'est Einstein qui disait on ne va pas régler un problème avec le niveau de conscience qui l'a produit. Donc, les solutions vont se trouver sur tous les marges du système. Et en particulier, les sociétés modernes, la société moderne, notre société, a un espèce de sentiment de supériorité. Et donc, on est persuadé qu'on est l'aboutissement, en fait. Et donc, la société moderne a été de pair avec une société d'un refus de l'altérité. Les autres étaient forcément, on fait table rase du passé, parce que c'est moins bien. Donc, on a refoulé le passé. Les chasseurs-cueilleurs, on les a appelés des sauvages. Les paysans, on a dit que c'était des ploucs. Et puis même aujourd'hui, la société hyper moderne dévalorise son passé industriel en disant finalement c'est les gilets jaunes, enfin, tout est refoulé. Eh bien, en fait, pour trouver la solution au problème que nous avons, à l'effondrement culturel devant lequel nous sommes, eh bien, il y a des résurgences des mémoires. Moi, je dis les causes écologistes, c'est la résurgence de nos mémoires de chasseurs-cueilleurs. Les résistances paysannes sont des résurgences. Et donc, les sauvages deviennent les natifs, les ploucs deviennent les paysans, voilà. Et puis, on va dire les gilets jaunes, moi je dis, il y a les mémoires des Lumières, on a des mémoires de la modernité heureuse que nous devons remobiliser. À quoi servent les mémoires? Le passé, c'est le passé. Il ne reviendra plus. Je ne milite pas, je ne dis pas qu'il y a un âge d'or de la bonne vie rurale, on était super tous contents. Non. Le passé, c'est le passé. À quoi servent les mémoires? C'est comme dans une psychothérapie personnelle. Les mémoires, ça sert à s'ancrer et de dire voilà tout ce qu'on a vécu, voilà ce qui était bon, voilà ce qui n'était pas bon, et ça sécurise un corps social en doute. Et donc, les mouvements des fiertés, c'est là où ils s'enracinent et c'est là où la question rurale revient. Qu'est-ce qui, dans les sociétés rurales qui valorisaient la localité, la communauté, la réciprocité comme valeur, etc., qu'est-ce qu'on peut remobiliser pour inventer le futur ? En France, ça me paraît pertinent. Aux États-Unis, ils vont peut-être mobiliser les chasseurs-cueilleurs, etc., des choses comme ça. Et donc, c'est en ça que la question, moi, je mets la renaissance rurale qu'on connaît aujourd'hui, non pas comme une poursuite de la modernité à la campagne, mais comme une résistance à la modernité, voire même comme un moyen de transition, de sortir de la culture moderne. Je pourrais dire 2 mots du droit au village, mais je vais peut-être laisser la parole un peu à Eric. Ouais. Eric, sur la question du droit au village. Merci. Alors, sur le droit au village,
Je vais en dire deux mots aussi. Peut-être, vu l'échange qu'il y a eu, je vais peut-être proposer, et pour permettre, lancer des débats aussi, et ouvrir On n'a plus le temps. Hein. les perspectives, mais pas maintenant, mais les gens vont continuer à discuter, je rigole. j'imagine, après. Dire que peut-être l'avenir des campagnes, il est aussi dans le département, cette institution que beaucoup jugent obsolète. Pourquoi je dis ça? Alors, premièrement, ce n'est pas du tout contre les villages. Au contraire, comme Valérie d'ailleurs, je pense qu'il y a une idée très intéressante qui est défendue par un certain nombre de chercheurs, d'universitaires, qui est l'idée de droit au village. Pas un peu dans l'esprit du droit à la ville d'Henri Lefebvre, de dire, voilà, donner à la possibilité les gens qui habitent les campagnes, les villages, de décider de manière autonome de leur avenir à l'échelle de leur territoire, de ce qu'ils ont en commun. Mais ça revient, c'est très proche de ce qui a déjà été dit sur le municipalisme, donc finalement, c'est peut-être pas tout à fait nécessaire que j'y revienne. Mais malgré tout, et ça a été dit par Vincent, on n'habite pas des villages comme on habitait des villages dans les années 60 encore. On habite un village, mais on travaille dans une autre commune. On a des enfants qui vont au lycée dans encore une autre commune, etc., etc. On habite des espaces extrêmement larges. Et donc se pose la question de l'échelle. C'est-à-dire on peut régler et agir à l'échelle de son village, chercher un maximum d'autonomie, mais il y a quand même des choses qu'il faut réguler à d'autres échelles. Et un des problèmes des territoires ruraux, des campagnes aujourd'hui, c'est que pour changer d'échelle, on a l'intercommunalité. C'est un peu technique, je suis désolé de rentrer dans ce sujet-là, mais ça a déjà été abordé et je pense que c'est un sujet essentiel, c'est un sujet clé. J'en parle d'autant plus volontiers qu'il y a des gens ici qui font les lois, donc s'il faut les changer, c'est peut-être le moment d'en parler. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'il faut changer d'échelle. On fait ça avec l'intercommunalité, mais aujourd'hui, on a une intercommunalité qui est hiérarchisée, en moyens, même en dotation financière, en capacité d'agir, etc. Au sommet de ça, vous avez les métropoles, et tout en bas, vous avez l'intercommunalité pour les campagnes, qui est la communauté de communes. Donc il faut agir sur cette hiérarchie et permettre aux campagnes d'avoir les moyens d'agir dans leur territoire, à l'échelle des enjeux, avec les moyens dont elles ont besoin. Mais le législateur, il y a déjà pensé à ce problème, tout le monde y pense. Et donc, mais la solution qui a été trouvée, c'est l'élargissement des intercommunalités. Ça a été dit à propos de l'exemple de la Lozère. On voit bien les limites de cet élargissement parce qu'on construit des territoires sans queue ni tête, qui n'ont pas de forme, désolé pour ceux qui portent ces projets, mais souvent ce sont des ectoplasmes politiques. Je vais un peu vite, mais je provoque. Mais le problème aujourd'hui, c'est avec quoi on peut construire de l'action en lien avec les communes et les villages dans des territoires ruraux. Et je me dis, peut-être qu'on pourrait revitaliser le département. Et j'arrête encore 30 secondes. Évidemment, quand je dis ça, bien souvent, on me dit « Ah non, mais vous n'allez pas nous remettre les baronnies locales, le conseiller général et tout ça et tout ça. » Justement, ça va complètement contre le municipalisme. Oui, mais peut-être qu'on pourrait revisiter le département et en faire une création des communes. Rejoindre l'utopie de Bookchin, parce que Bookchin, qui défend le municipalisme libertaire, il ne parle pas seulement de décider à l'échelle des communes, c'est aussi construire une république des communes. Et les départements pourraient devenir les parlements de ces communes, un peu comme l'intercommunalité, si elle fonctionnait de manière idéale. Voilà, je vais très très vite. Mais on verse au pot des propositions, la revitalisation des départements. Je vais laisser la parole à Vincent et il faut qu'on laisse la place pour une autre réunion. Oui, très vite sur le modèle rural. Moi, je vais être un peu provoque, mais je pense qu'il n'y a pas de modèle rural et il ne faut surtout pas en chercher un. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on s'est mis d'accord à peu près tous pour dire que les campagnes étaient extrêmement hétérogènes. Du coup, je ne vois pas pourquoi on leur appliquerait une politique qui forcément marcherait pour certaines, mais pas pour d'autres. Vous avez des problématiques dans le centre de créer dans la Drôme d'embourgeoisement, avec des gens qui arrivent de Lyon, de Paris, avec des gros moyens financiers, qui achètent les plus belles maisons, et les habitants des campagnes qui sont, il faut le rappeler, essentiellement des classes populaires, les populations historiques des campagnes, ces gens-là se retrouvent repoussés soit plus loin, soit dans les passoires thermiques. Donc cette problématique que vous avez dans la vallée de la Drôme, qui est un territoire rural, est la même que dans le 18e arrondissement de Paris ou le 7e arrondissement de Lyon. Inversement, vous avez plein de villages qui ont perdu tout leur commerce, exactement comme dans le centre-ville de Saint-Étienne. Donc on voit bien que ce n'est pas des politiques par la taille qui fonctionnent. Il ne faut pas penser des politiques par la taille. Il faut penser, le seul modèle qui vaille, c'est que des citoyens, des élus, des chefs d'entreprise, tout le monde se mette autour de la table et disent c'est quoi nos problèmes sur ce territoire, comment on les règle. Et alors pour les régler, les solutions, je pense, sont
sont essentiellement locales, parce que les gens sont capables d'identifier les problèmes et sont capables de trouver des solutions. En revanche, je suis d'accord qu'évidemment l'État a un rôle à jouer, mais pour moi l'État a deux rôles à jouer. Le premier, c'est d'être un garant de l'équité républicaine, on va dire, c'est-à-dire que chaque territoire ait sa chance. Et ça, comment on fait? C'est pas forcément en arrosant de subventions, mais c'est plutôt en défendant tout ce qui fait qu'aujourd'hui notre territoire est encore assez équilibré, même s'il y a eu des reculs de services publics, etc. Mais n'empêche, il y a un truc qui s'appelle la protection sociale en France, et notamment le système des retraites qui redistribue artificiellement 378 milliards d'euros chaque année. C'est le montant des retraites. Comme les retraités ne sont pas situés exactement là où il y a les salariés, eh bien en fait il y a une gigantesque pompe qui aspire les cotisations retraite et qui les redistribue et qui équilibre les territoires. Donc l'enjeu, plus que les dotations locales, c'est la protection sociale. Et c'est pour ça que toute réforme de la protection sociale est la plus dangereuse possible pour les territoires ruraux. Donc ça, c'est le premier rôle de l'État. Et le deuxième, c'est d'être impulseur, parce qu'effectivement, on ne fera pas de rénovation thermique dans les territoires. Même dans le territoire modèle, avec tout le monde qui se met autour de la table, mobilisation de l'argent local, etc., c'est un chantier à plusieurs centaines de milliards d'euros. Il n'y a que l'État qui peut dire, maintenant on rénove, et après vous, localement, vous arrangez pour rénover. Voici l'argent. Maintenant, faites-le. Merci. Voilà, je pense qu'on est au bout de... On peut applaudir. Ouais. L'ensemble des propositions va être compulsé pour être reproposé demain dans l'agora finale du festival. Merci à vous. Bonne soirée.